arrondissement de Paris, dans la librairie de Gutenberg, avec l'un des auteurs de l'histoire juive de France qui vient de paraître. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter et parler un petit peu de la maison d'édition Albin Michel qui a accepté de vous accompagner pour ce projet avec l'ensemble des contributeurs et aussi de votre spécialité qui est le XXe siècle. Oui, bonjour. Bien, moi je m'appelle Marc-Olivier Baruch, je suis directeur d'études émérite, c'est-à-dire que je suis maintenant retraité à l'École des hautes études en sciences sociales, je suis historien du XXe siècle, j'ai travaillé sur le XXe siècle et plutôt sur l'État et l'administration au XXe siècle. Ma thèse portait sur l'État en France pendant la Deuxième Guerre mondiale et à ce titre, bien sûr, j'ai travaillé sur le sort des Juifs présents en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors ce projet, c'est un projet ancien, c'est un projet énorme, c'est ma collègue, je ne sais pas si on la voit ici, Sylvie Anne Goldberg de l'École des hautes études en sciences sociales, qui en est la promoteur, et elle l'a proposé aux éditions Albin Michel, qui est un éditeur généraliste, mais qui a un gros secteur autour à la fois de l'histoire, hein, ce sont les éditeurs au départ de Marc Bloch ou de Lucien Febvre, et aussi un gros rayon spiritualité. Et à ce titre, l'idée de travailler sur l'histoire de France, pas tant vue par les Juifs, qu'est-ce que c'est qu'une histoire de France? Comment est-ce qu'on peut considérer que le facteur juif, le fait qu'il y ait des Juifs, que les Juifs existent, a influé sur l'histoire de France? Donc c'est un travail énorme, un livre que vous verrez qui fait près de 1100 pages, 150 150 contributeurs, avec une sorte de... Alors il y a des livres comme ça où chacun fait sa partie et puis ensuite on colle. Là c'est pas ça, c'est un vrai travail collectif. Il y a eu un comité éditorial d'une vingtaine d'universitaires, moitié français, moitié américain ou israélien. Et l'idée c'est vraiment de construire quelque chose de cohérent, c'est-à-dire que ça suive le fil chronologique, hein, l'histoire suit le fil, et qu'en même temps on puisse à chaque fois percevoir en quoi les Juifs ont influé sur la France. Ce ne sont pas des objets, ce sont aussi des sujets, ce sont aussi des groupes qui ont contribué à l'histoire de France. Alors ensuite, chronologiquement, il y a 4 parties, l'une qui va jusqu'à l'expulsion, hein, puisque en 1394, le roi Philippe le Bel décide d'expulser, qu'il ne doit plus y avoir de Juifs dans le royaume de France. Une deuxième partie qui couvre quand même 4 siècles, qui s'appelle la présence-absence, c'est-à-dire qu'en théorie il n'y a plus de juifs, mais il y en a quand même, ne serait-ce que parce qu'en 4 siècles le royaume change de frontière, donc des provinces qui n'étaient pas concernées par l'expulsion de 1314 eh bien, font partie de la France. Une troisième partie qui s'appelle le principe républicain à l'épreuve, puisqu'en 1791 la Révolution fait des juifs des citoyens à part entière. Et cette partie se termine avec le régime de Vichy qui va au contraire faire des juifs des sous-citoyens, voire pas des citoyens du tout, et même participer à leur assassinat voulu par l'Allemagne nazie. Et une quatrième partie qui est comment est-ce que se reconstruit ce lien difficile, tendu, brisé entre la France et les Juifs, entre les Juifs et la France après la Seconde Guerre. C'était le rôle de la communauté juive, notamment de certains intellectuels, dans cette grande affaire qui se termine au début du XXe siècle. Alors, l'affaire Dreyfus, donc les bornes chronologiques, on les connaît. L'affaire commence en 1894 et se clôt si on considère qu'il n'y a jamais des événements est-ce clos. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du rôle d'Esterhazy dans cette Oui, affaire? alors le rôle d'Esterhazy est sombre et noir. Hein. Esterhazy, c'est lui le traître, c'est lui le coupable et c'est lui qui sera acquitté par le Conseil de guerre alors que le capitaine Dreyfus, innocent, juif, sera condamné 2 fois par le Conseil de guerre, une fois en 1894, une fois en 1899. Mais j'allais dire, ce qui est important, c'est pas tant le rôle de la communauté juive, même si autour d'Alfred Dreyfus, sa famille, hein, le frère admirable, Mathieu Dreyfus, et puis Lucie Dreyfus, la femme qui se bat, et c'est un amour extraordinaire, parce que, alors que on veut lui faire honte, on dit votre mari est un traître, et il aurait dû être condamné à mort si on n'avait pas supprimé la peine de mort en matière politique. Elle, au contraire, se bat
C'est pas du tout un mariage de raison, un mariage arrangé, c'est vraiment un mariage d'amour, et c'est une femme absolument admirable. Ce qui est intéressant, c'est que ça va être une sorte de combat qui va cimenter la République, et le pays va se déchirer, vous le savez. Il y aura des intellectuels des deux côtés, mais des hommes comme Péguy, comme Jaurès, comme Zola, bien sûr. Aucun des trois n'est juif, et il y en a tant d'autres, des grands savants. Émile Duclos, le successeur de Pasteur, des hommes qui disent on ne peut pas. Si vous voulez, le grand débat, c'est est-ce qu'il vaut mieux l'ordre ou est-ce qu'il vaut mieux la justice. Et la droite, enfin, l'armée qui a fait condamner Dreyfus de manière très légère, elle s'en aperçoit très vite, elle s'aperçoit très vite que le vrai coupable c'est Esterhazy, dit on ne peut pas remettre en question l'armée, nous venons d'être battus, nous avons été battus en 1870 par la Prusse, l'Allemagne, il faut préparer d'une certaine manière la revanche, il ne faut pas affaiblir l'armée, tandis que d'autres disent non mais il y a quelque chose de plus fort que tout ça, c'est la vérité et c'est la justice, et ce combat gagné, hein, à quel prix, c'est le combat qui va véritablement enraciner la République, sachant qu'en plus, l'Église catholique, qui n'avait accepté que du bout de lèvres la République, eh bien, va prendre le mauvais côté. Elle va être très anti-Dreyfusarde, à quelques exceptions près, très très honorable, mais dans l'ensemble, la Croix, par exemple, le quotidien qu'on connaît aujourd'hui, qui est bien différent de celui d'alors, s'appelait La Croix, le quotidien le plus anti-juif. Donc vous voyez, et c'est aussi plein de conséquences de l'affaire Dreyfus. Herzl, journaliste autrichien, quand il assiste au procès de Dreyfus, dit non mais les Juifs, alors même que la France, le pays qui leur a donné l'assimilation en 1700. Comment se positionnent les intellectuels juifs sur cette affaire à la fin du XIXe siècle? On pense notamment à Marcel Proust, qui a pu aborder ces questions dans la recherche. Bernard Lazare. Ou Bernard Lazare. Bernard Lazare, qui est celui qui va, un des premiers, réagir, réfléchir sur l'antisémitisme. Marcel Proust, il est à la fois dans son monde de duchesse. Vous savez que chez les Guermantes, il y a les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Je ne sais plus si c'est le prince ou la duchesse. Il faudrait que je relise Proust. Mais bon, Proust, il est clairement Dreyfusard. On pense aussi à quelqu'un qui, à l'époque de l'affaire, est un intellectuel, qui ensuite sera un homme politique et même un homme d'État, c'est Léon Blum. Léon Blum, il publie... Et quel rôle il joue dans la vie politique française en ce début de Troisième République, puisqu'il deviendra par la suite un des hommes les plus importants de la Quatrième République? Troisième. La troisième oui. Et un peu de la quatrième, mais Léon Blum meurt en 1950. Léon Blum est né en 1872, donc au début de l'affaire, il a 22, 23, 24 ans, c'était un tout jeune homme. Il est normalien. Il est normalien, c'est un critique littéraire très très brillant, il écrit des articles sur le théâtre, sur le vélo, sur les romans, c'est un jeune homme extrêmement brillant, qui très vite est persuadé de l'innocence du capitaine Dreyfus, et donc qui va faire partie du clan. Il admire énormément Jaurès, et Jaurès, un des fondateurs du socialisme humaniste français, après l'assassinat de Jaurès à la veille de la guerre de 14, tout début, c'est Blum qui reprendra le flambeau, tout spécialement après 1920, lorsqu'il y aura la scission entre le parti socialiste, la SFIO, et ce qui deviendra le Parti communiste français. Blum restera au Congrès de Tours en décembre 1920, et Blum dira il faut rester pour garder la vieille maison, et de cette vieille maison, il fera finalement en 1936 un parti de gouvernement avec le premier gouvernement de Front populaire de juin 1936. Donc vous avez parlé des années 30, ça va nous permettre de rebondir sur la naissance de courants littéraires ayant un certain rapport avec l'histoire juive. Donc on a des premiers auteurs, notamment René Drummond, qui va naître à la fin du XIXe siècle, Léon Bloy, qui a eu un rôle assez particulier dans la vie intellectuelle française. Maurice Barrès. Et puis, à partir des années 20 et 30, Louis-Ferdinand Céline, qui va écrire quelques chefs-d'œuvre. Voyage au bout de la nuit en 1932, Mort à crédit en 1936. Et puis, ces pamphlets foncièrement antisémites qui sont
par exemple, on peut citer que lui, Bayetel pour un massacre qui paraît en 1938. Est-ce que vous pouvez rebondir un petit peu sur ces essais? Oui, oui, oui. Alors, le barrésisme, alors Barrès, c'est le grand écrivain du sentiment, de la terre, et tout le monde admire Barrès, admire le style de Barrès, sauf que précisément cet attachement à la terre, cet attachement excessif à la terre, ça va être l'idée qu'au fond, l'intellect, la raison, la justice, la vérité, tout ça sont des valeurs secondes par rapport à ce qui est l'instinct même. Et l'instinct, la terre, on va dire que les juifs sont des gens vous savez, les juifs ont deux métiers, intellectuels et banquiers, parce qu'on peut les faire un peu n'importe où, on n'a pas besoin d'emporter du lourd matériel avec soi. Donc ça va être, le juif va presque être vécu comme, et c'est ce que dira Vichy lorsqu'il voudra promouvoir ces politiques antisémites, le juif va être perçu comme une sorte de ferment de décomposition de sociétés traditionnelles, terriennes, bien ancrées, bien implantées. Et donc ce thème qui est encore marginal, qui est important en Allemagne aussi, hein, avec Herder, mais ce thème qui est encore marginal dans la France du tournant du siècle, encore qu'il y a de très violentes émeutes antisémites en 1898, il y a un maire antisémite, officiellement antisémite, à Alger avant la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale va être un moment au contraire de resserrement de la communauté nationale. Vous savez, la fraternité des tranchées. Quand on se bat, on meurt à côté de son copain de régiment, on ne sait pas s'il s'appelle Martin ou s'il s'appelle Lévy. On est tous dans la tranchée, dégueulasse, on risque la mort à tout instant. Et donc, précisément, l'après-guerre va être plutôt, et même, même les écrivains de droite le reconnaissent, va être plutôt un moment de fraternisation, est peut-être un mot un peu fort, mais de diminution des tensions et de l'antisémitisme. Ça renaît très violemment Alors, dans les années 30. Est-ce qu'on peut voir un rôle particulier des médias, avec notamment certaines affaires, comme l'affaire Stavisky par exemple, qui vont avoir une influence sur l'opinion publique des années 20, ou même le crash de 1929? Oui, alors ce qui se passe aussi, qui a quand même changé du merci. Bon, alors bien sûr, il y a la radio et il n'y a pas de télévision. La presse est extrêmement vénale. Et la presse elle est lue, mais elle est achetée. Elle est achetée à tous les sens du terme. Elle est achetée par les gens qui achètent le journal, mais elle est aussi achetée par les puissances étrangères. Alors, propagande. Je reviens à Céline, dont vous avez dit un mot tout à l'heure. Donc, Céline, bon, je suis spécialiste de Céline, mais ces pamphlets antisémites sont des choses vraiment répugnantes. Et qu'une grande maison comme les éditions Gallimard tiennent à tout prix, alors je ne sais pas où en est le dossier, mais je sais que le président des éditions Gallimard y tenait, à republier les écrits de Céline. À mon sens, ce n'est vraiment pas nécessaire, hein, quitte à l'accompagner de tout l'appareil critique. Je sais bien qu'on dit qu'on a republié Mein Kampf, mais Mein Kampf a été republié avec un travail de presque 10 ans de mise à plat. Les pamphlets de Céline, on peut véritablement s'en passer. Et sur ces questions des pamphlets, donc Céline n'est pas le seul à ce moment-là à écrire des pamphlets antisémites. On pense à des personnes comme Monterland notamment, qui va parfois tenir des propos antisémites. Et quelle est la réception médiatique de ces essais de Céline? Est-ce que les grands critiques littéraires de l'époque, André Gide, pour ne citer que lui, sont assez élogieux sur ces ouvrages qui paraissent à la fin des années 30, font des critiques assez dithyrambiques, ou sont assez sceptiques dans le fond, dans la forme, quand ces 2-3 essais de Céline, qui est un écrivain reconnu dans les années 30, qui a remporté des prix pour Voyage au bout de la nuit, est-ce qu'il est décrédibilisé au moment où il publie ces essais-là? De toute façon, Céline, ça, j'allais dire d'une certaine manière, ça ne surprend personne. On connaît le pessimisme foncier de Céline, on connaît la capacité d'exagération de Céline. Pour autant, le racisme, c'est le racisme, l'antisémitisme, c'est l'antisémitisme, et il est impossible de faire sien ces écrits et de les approuver si on n'est pas soi-même largement préparé à l'antisémitisme, pour ne pas dire plus.